Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci de choisir Digital Congo. Voici le titre de ce journal. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se rencontreront le 4 décembre à Washington, aux États-Unis d'Amérique. La confirmation est de la Maison-Blanche. Cette rencontre doit permettre aux deux chefs d'État de ratifier l'accord signé en juin dernier et de donner suite au cadre d'intégration économique adopté début novembre. Pourtant, sur les terrains, les rebelles de la FCM23 appuyés par le Rwanda continuent de violer les cessez-le-feu. Plusieurs attaques ont été lancées depuis les premières heures de ce mardi 2 décembre contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika dans la province du Sud Kivu, et c'est ce que dénoncent les forces armées de la RDC dans un communiqué publié. La RDC candidat pour abriter le bureau du régional pour la zone Afrique du Centre consultatif pour le règlement de différends entre les investisseurs et les États. C'est Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, qui l'a présenté publiquement à Paris en France. Nouvelle session d'actualité à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du journal. Commençons tout de suite par cette nouvelle. La rencontre du 4 décembre prochain à Washington confirmée. Selon un communiqué de la Maison-Blanche rendu public le 1er décembre dernier, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se rencontreront le 4 décembre à Washington. Certains dirigeants de la sous-région, dont le président burundais et kenyan, sont également attendus. Cette rencontre annoncée comme une étape clé du processus diplomatique soutenu par les États-Unis va permettre aux deux chefs d'État de ratifier l'accord signé en juin et de donner suite au cadre d'intégration économique adopté début novembre. Sachez également que Kinshasa, la position est inverse. Le gouvernement congolais répète qu'aucun déplacement du président Tshisekedi à Washington ne serait possible sans un début de retrait de forces rwandaises. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, l'a affirmé mi-novembre et Félix Tshisekedi a réitéré cette exigence vendredi en Serbie, évoquant donc le respect de la souveraineté congolaise et la nécessité de rétablir la confiance. Et comme vous le savez que sur le terrain, la situation est complexe, la 33e région militaire de forces armées congolaises basée à Uvira a affirmé avoir stoppé les attaques de combattants de la FCM23. Tôt dans la matinée de ce mardi 2 décembre, des violents combats ont éclaté plutôt dans les territoires d'Uvira, Walungu ainsi que Mwenga, occasionnant une vive panique dans la région. Suivez Jean Berchman Lulacha, correspondant de Digital Congo dans la ville d'Uvira, dans ce duplex. Le commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force au Sud Kivu, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques, indique que les rebelles de la FCM23 ont attaqué plusieurs positions des FARDC sur l'axe à Katogota-Luvungi en territoire d'Uvira. Malgré l'intensité de ces affrontements, les FARDC ont fait preuve de professionnalisme et continuent de défendre vaillamment l'intégrité du territoire national. Des renforts sont déployés et la situation est sous contrôle dans plusieurs secteurs, a-t-il déclaré. Comme si cela ne suffisait pas, ces ennemis de la paix ont également attaqué les positions FARDC dans les localités de Rugezi et Ngungu à Minembwe, dans les hauts plateaux de Fizi, à Kaziba en territoire de Walungu, à Kasika à Mwenga, mais également à Tivanga Hombo en territoire de Calais à Rancherie. Le porte-parole de la 33e région militaire, le capitaine Sylvain Bidjanou. Face à cette menace, les commandants de la 33e région militaire et commandant Task Force du Sud Kivu, le général de brigade Ilunga Kabamba, rassure la population du Sud Kivu que les FARDC continuent de mener des opérations contre toute provocation de l'ennemi de la paix
et demande à la population de ne pas céder aux intoxications et se ranger derrière les FARDC, a rassuré l'armée dans son communiqué. Le commandement de la 33e région militaire lance également un appel au calme et à la vigilance, demandant à la population à ne céder ni à la panique ni aux rumeurs. Jean-Bertrand Seloulacha, Uvira pour Digital Congo. Et puis, dans ce même chapitre, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ont dans un communiqué de presse rendu public ce mardi 2 décembre dénoncé une nouvelle violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23. Appuyée par le Rwanda, cette déclaration intervient alors que la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique et le Qatar, multiplient les efforts diplomatiques pour amener la paix dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Ekenge Bosuma, plusieurs attaques ont été lancées depuis les premières heures de la journée contre les positions de FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika dans la province de Sud Kivu. Ces offensives attribuées à l'armée rwandaise et à ses alliés, la FC-23 constitue une preuve supplémentaire de la volonté de cette coalition de saboter les accords de Washington et de Doha. L'armée congolaise estime que ces actions armées s'inscrivent clairement dans une dynamique de torpillage des initiatives internationales en faveur de la paix dans l'est de la RDC. Et puisqu'on parle insécurité, sachez que le couple du ministre Julien Paluku-Kahongya a été au chevet des victimes des atrocités perpétrées par les terroristes EDF dans les territoires de Lubero, dans la province où 2600 civils ont été passés dans l'espace dans une année. Une enveloppe sympathique de 30 000 $ américains disponibilisée par le couple Julien Anouarit à l'occasion de la célébration de 30 ans de mariage a été remise le même lundi à Butembo aux coordinations de la société civile de Lubero et de Butembo qui ont jeté de fleurs au couple bienfaiteur. Suivez. 30 000 $ américains, c'est l'enveloppe symbolique mobilisée par le couple du ministre Julien Paluku-Kahongya et son épouse Anouarit Makasi-Kahongya pour assister les victimes des atrocités perpétrées par les terroristes et EDF en territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu. Une assistance humanitaire offerte à l'occasion de la célébration des 30 ans de mariage de ces couples. C'est lundi 1er décembre 2025. Les coordinations de la société civile de Lubero et de Butembo pour réceptionner cet argent des mains des délégués du couple bienfaiteur. Par là, au nom des bénéficiaires, le président de la société civile du territoire de Lubero, Mouindo Tafuteni, a remercié le notable Julien Paluku-Kahongya et son épouse Anouarit Makasi pour ces gestes de magnanimité, tout en appelant le gouvernement congolais et les humanitaires d'emboîter les pas au couple Julien Anouarit et de préciser que depuis plus d'une année, 2600 civils ont été massacrés par les ADF. Comme vous venez de voir, c'est l'enveloppe nous offerte par le couple JPK, Julien Paluku-Kahongya, qui a fêté le 30 ans de son mariage. Disons vraiment merci population du territoire de Lubero, plus particulièrement du secteur de Babere et de la chefferie de Bassoa, longtemps oublié par le gouvernement ainsi que le monde humanitaire. Nous pensons que ça pourra servir de modèle ou d'exemple. Les autres partenaires ou bienfaiteurs pouvoir venir en aide à cette population qui est vraiment oubliée, qui a subi des massacres et d'autres problèmes en rapport avec la situation humanitaire. Ces attaques terroristes sont également à la base de la fermeture des écoles et des structures de santé, mais aussi de l'incendie de plusieurs habitations dans cette partie du Nord Kivu. Et tout à fait autre chose dans ce journal, une bande des faux géomètres avec des fausses bornes vient d'être interceptée ce mardi 2 décembre en ville de Béni. Selon Jean-Benoît Kambalé, chef de division du cadastre circonscription urbaine de Béni, ces faux techniciens ont été appréhendés en pleine activité de morcellement illicite au quartier Boundi en commune de Moulekera. Merveille Calmer nous en dit plus. Nos personnes ressources renseignent que l'auteur principal de cette magouille, du nom de Ramazani Etienne, est déjà muté au secrétariat général à Kinshasa depuis plus de 4 mois, mais que par surprise, celui-ci continue de prester clandestinement au Nord Kivu.
On l'a trouvé sur le terrain en train de borner et de fabriquer aussi des faux bornes. Que nous nous sommes dit que ça cesse parce que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon un agent metté à Kinshasa et continuer de rester ici dans la ville de Béni. C'est pourquoi on a fait appel à la police et à vous, la presse, pour informer la population de Béni du Nord Kivu en général par rapport aux faux techniciens du cadastre qui sont là pour nuire l'image de notre service. Mais heureusement, la police a été souple avec les chefs de bureau de la police foncière et les chefs de bureau technique. Ils nous ont alertés parce qu'ils étaient sur le terrain. Nous voulons interpeller la population de Béni de venir ici au service du cadastre, là où il y a les bureaux, pour ne pas tomber entre les mains de bandits. Aussitôt alerté, le service du cadastre a dépêché la police sur les lieux et c'est là que le chef de bande a été interpellé afin qu'il réponde de ses actes. Ses acolytes se sont échappés, mais des forces bornes ont été saisies. Pour tenter de lutter contre ces activités parallèles dans le secteur foncier à la base de plusieurs conflits en région de Béni, le chef de division annonce la numérisation au sein de son service. Le premier lot des matériels est d'ores et déjà livré pour ces travaux. Quittons Béni pour le Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbujimaï, où une crise d'eau s'observe tôt le matin. Les jeunes filles, femmes et hommes circulent avec des bidons et de bassins à la recherche de l'eau. Cette crise est liée donc à la carence du courant électrique de la centrale de Thibault-Toubidi. Victor Chilumba pour le reportage. La ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo, fait face à une crise d'eau. Cela pousse plusieurs personnes à parcourir de très longues distances pour obtenir cette denrée vitale. Près d'un mois, toute la ville est plongée dans les noirs et cela a de l'impact sur l'approvisionnement en eau potable. Les femmes et hommes, pendant cette période de très forte chaleur sur la ville, se démènent pour trouver un rafraîchissement, qui est l'eau. Catherine Bilonda, une Mbujimaïenne, explique les difficultés. L'eau ne coule pas régulièrement. Depuis un certain moment, dès qu'il y a l'eau, nous en profitons aussi pour puiser. L'eau ne coule pas dans d'autres zones. Nous sommes très contents parce que l'eau a coulé aujourd'hui et nous souhaitons que ce soit ainsi tous les jours. Pascal Chiman a trouvé sur place, décrit cette souffrance d'eau et lie cette dernière au manque du courant électrique sur la ville suite à un problème survenu à la centrale hydroélectrique. Sur la ville, il y a une grande crise de l'eau et voilà des retombées et il y a plusieurs personnes qui en manquent, voilà, qui s'y sont pour en obtenir. Cette crise vraiment de l'eau nous cause préjudice. Oui. Et notre seule prière est de demander aux autorités de cette ville de mettre fin à la silhouette de cette crise de l'eau. Vraiment, c'est ce que nous demandons. La coupure intégrale du courant électrique, c'est ce qui cause cette chute de l'eau. Vraiment, c'est ça. C'était là un reportage de Victor Chilumba depuis la province de Kasaï oriental. Le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2024, jugé recevable au Sénat, présenté par le ministre des Finances Doudou Famba Likoundé. Ces projets retracent l'exécution du budget et apportent des éclaircissements sur le dépassement budgétaire constaté. À l'unanimité, les sénateurs ont confié le projet de loi à la commission ECOFIN pour un examen approfondi avant l'adoption en plénière suite à une motion de procédure du sénateur Bossio. Compte rendu, Lisette Kinga Kelekelo. Devant la plénière du Sénat, le ministre des Finances Doudou Famba Likoundé présente la reddition des comptes de l'exercice 2024. Il a expliqué en détail l'exécution du budget qui a été impacté négativement par plusieurs facteurs. Le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2024 se présente en excédent dépenses de la manière ci-après. Série de prévisions de l'ordre de 44 000 milliards 410,
Les recettes du budget du pouvoir central réalisées au terme de l'exercice budgétaire 2024 sont chiffrées à 35 000 milliards 514 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 79,97%. Elles comprennent les recettes du budget général, les recettes du budget annexes et les recettes des comptes spéciaux. En ce qui concerne les recettes du budget général, en 2024, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 32 milliards 105,73 milliards de francs, c'est une prévision de 40 milliards 730,06 milliards, soit un taux de réalisation de 78%. Les recettes internes, à hauteur de 25 000 milliards 958,18 milliards de francs contre une prévision de 27 000 milliards 195,59 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 95%. Doudou Likoundé a également fait remarquer que le paiement effectué sous procédure d'urgence ne traduise ni un manque de transparence, ni une mauvaise gestion. Au travers d'une motion de procédure du sénateur Bossio, estimant qu'un examen plus technique et approfondi est indispensable. Le projet de loi a été renvoyé à la commission économico-financière pour un examen approfondi. Une motion approuvée à l'unanimité par la plénière. Après l'examen par la commission ECOFIN, le projet de reddition de comptes sera réexaminé en plénière pour adoption. Je voulais annoncer au sommaire, après avoir ratifié l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et scellé des partenariats stratégiques avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et les centres du commerce international, la RDC, qui consolide davantage son intégration dans le commerce international, a présenté publiquement à Paris, en France, sa candidature pour abriter les bureaux du régional pour la zone Afrique, centre consultatif pour les règlements des différends entre investisseurs et les États. Cette candidature a été présentée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, au secrétariat général de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et qui bien le 12 piliers sur lequel repose cette administration ou cette candidature de la RDC. C'est un reportage de signé Obed Kambale-Chuvé. Après avoir scellé des partenariats stratégiques avec l'Organisation mondiale du commerce OMC à travers le cadre intégré renforcé CIR, mais aussi la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED et le Centre du commerce international CCI pour consolider davantage son intégration dans le commerce international, la République démocratique du Congo a présenté ce lundi 1er décembre 2025 à Paris en France sa candidature pour abriter le bureau régional de la zone Afrique du Centre consultatif pour le règlement des différends entre les investisseurs et les États. Cette candidature de la RDC a été déposée publiquement au secrétariat général de la Commission des Nations Unies pour les droits commerciaux au cours de la session de tous les pays candidats par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku-Kahongya, dépêché par la haute hiérarchie. Pour le ministre du Commerce extérieur, cette candidature repose sur une vision, celle de faire de la RDC un pôle d'excellence en matière du droit commercial et du règlement des différends pour l'ensemble du continent africain et d'ajouter que c'est le tour de l'Afrique centrale d'abriter ces bureaux régional du centre consultatif. Au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi et de l'ensemble du gouvernement, conduit par Mme Nixoninois, pour vous présenter la candidature de la RDC qui sollicite instamment d'abriter à Kinshasa le bureau régional zone Afrique du centre consultatif pour le règlement des différends entre les investisseurs et les États. L'accueil de ces bureaux à Kinshasa, c'est un choix stratégique fondé sur les potentialités uniques de la RDC. Une position géostratégique au cœur de l'Afrique facilite les échanges. Avec plus de 450 millions de consommateurs en Afrique centrale et australe. Des ressources naturelles exceptionnelles. L'offre que la RDC vous offre vous permet de retenir ces pays comme la destination du bureau régional. Ce sera fait justice. Ainsi, la RDC renforce sa diplomatie économique et commerciale pour être un acteur majeur dans le commerce international.
Et à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a accordé une audience à une délégation de l'Association des femmes d'exception du Congo, FDEC en sigle, conduite par la présidente Lydie Omanga. Les échanges qui se sont déroulés à la primature ont porté sur les initiatives en faveur de l'inclusion financière des femmes. Suivez ce reportage signé Anita Mwadi et Fifi Kouchipan. Cette rencontre a permis à l'Association des femmes d'exception du Congo, dont la première ministre est membre d'honneur, de l'informer des actions réalisées cette année, mais aussi de recueillir ses avis concernant l'événement prévu cette semaine, axé sur l'inclusion financière de la femme. Pour l'année en cours, FDEC a organisé des formations pour les femmes de tous les secteurs, ménagères, professionnelles, micro-entrepreneurs, qui sont en quête de connaissances précieuses pour bien gérer leurs finances. La patronne de l'exécutif central, Judith Suminwa Tuluka, modèle de la gouvernance inclusive et participative, encourage ce genre d'initiatives qui sont conformes au programme d'action de son gouvernement. Et puis le gouverneur de la province du Tanganyika est déterminé à garantir l'accès équitable aux soins de santé à tout le Tanganiké. En séjour à Manono, Christian Kitunga Munteba a remis la semaine dernière un lot important de médicaments à l'hôpital général de référence de ce territoire pour renforcer justement la prise en charge de plusieurs pathologies. Bénédicte Ndembe pour le détail. L'hôpital général de référence de Manono a réceptionné un lot important de médicaments, dont du gouverneur de province, l'honorable Christian Kitunga Munteba, pour renforcer la prise en charge de plusieurs pathologies, notamment le choléra et la rougeole, qui demeurent particulièrement préoccupantes dans ce territoire. Le personnel soignant de l'hôpital a salué ce geste de responsabilité posé par l'autorité provinciale, déterminée à garantir à chaque patient un accès équitable à des soins de qualité, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi en matière de couverture santé universelle. Au nom du personnel de l'hôpital général de référence de Manono, grande est notre joie de vous accueillir. Vous avez été sensible face aux pathologies que connaissent la population de Manono, arriver jusqu'au niveau de Manono, nous assister par rapport à tout ce que nous avons comme problème en matière de santé, surtout en rapport avec la politique que prennent les chefs de l'État en rapport avec la couverture santé universelle. Au-delà de cet apport conséquent en médicaments, l'hôpital général de référence de Manono a également réceptionné un générateur destiné à optimiser la continuité et la qualité des soins en éliminant tout risque d'interruption des services vitaux. La cérémonie s'est poursuivie par une visite guidée des installations au cours de laquelle l'autorité provinciale s'est imprégnée de l'état réel des infrastructures et des conditions de travail du personnel. Mungu ambariki sana. Na hivi tunaongea na médecin directeur. Donc mpaka kisi mnasikia mlikuwa mnaimba mnasema tulipe, tunalipa. Donc tunalipa, hakuna mtu atalipa tena juu ya kutoka hospitali. Tushakubalipia mama bote bale bote wapata masezarien, bale bote walizala wakuweza kulipa, tunabalipia bote bataenda kulipa. Tunasikia mwimbo mnasema tunaleta group, tunaleta moteur, ni kweli tunaleta group juu ya kuconnecte courant. Tunaona ifo makuvezi tumike, ifo manani radiologie tumike, maappareil yote ifanye kazi pour que lui permettre mukwe en bon état de santé. Na madawa ile pale tunaleta pour que baninganga banisaidie musiende kuangaika madawa mbaya. Le patron du Tanganyika a réaffirmé sa volonté de moderniser et revitaliser cet établissement sanitaire. Et pour finir, l'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Cameroun, où l'opposant camerounais Anissé Kanye, président du parti Manidem, est décédé en détention le dimanche dernier. Âgé de 74 ans, il était avec son parti, le Manidem, l'un de soutien d'Issa Chiroma Bakari, opposant en exil, qui revendiquait encore la victoire à la présidentielle. Suivez le détail. C'est une mort tragique que vient de connaître l'opposant Anissé Kane, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, détenu au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé.
Dès son incarcération, ce politique souffrant de problèmes respiratoires a été privé de soins de santé par les autorités. Celles-ci avaient confisqué ses appareils médicaux vitaux, dont un extracteur d'oxygène, suscitant l'alerte de son parti sur la gravité de sa situation. À plusieurs reprises, ses avocats avaient demandé l'accès de leurs clients aux soins de santé sans recevoir une suite favorable. Anissé Kane, âgé de 74 ans, a été arrêté le 12 octobre dernier dans le contexte de crise post-électorale qui a suivi la présidentielle et poursuivi pour le soutien affiché à l'opposant Issé Chiroma Bakari, leader historique de la gauche nationaliste et héritier des luttes indépendantistes. Anissé Kane s'était imposé comme une voix critique et intransigeante. À en croire plusieurs observateurs, le régime de Yaoundé est déterminé à éliminer tous les opposants. Les membres de son parti qui dénoncent un crime d'État sollicitent une enquête pour éclairer l'opinion sur les circonstances. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.